De l'émission Conlambi continue. La deuxième partie sera avec Edlin Dorismont, philosophe à l'Université de Limonade, le problème haïtien, essai sur les racines de la colonialité de l'État haïtien, publié en 2020. Port-au-Prince et l'ère du métissage, variation sur la créolisation politique, éthique et philosophe de la diversalité. Préface par Lanek Bon, publié en 2013 aux éditions Aniboué. L'espace se définit à partir de celui qui l'habite. Il entre en relation avec des lieux qui sont chargés de signification. Il produit des souvenirs secrets, des fantasmes. Merci Edlin Dorismont. Aux auditeurs de Radio Conlambi. Comment va Haïti en ce moment, puisque tu vis en Haïti, Dorismont? En fait, il faut dire que comme d'habitude, hein, ça va mal. On pourrait dire que ça va très mal, sachant que aujourd'hui, on est au point de vivre quelque chose d'inédit dans la société haïtienne. Pas de président, un premier ministre contesté, en tout cas de facto, comme on dit, et une classe politique, en tout cas de l'opposition, sans imagination, sans pensée, une société aux abois, dans le désarroi, qui ne sait à quel sein se vouer. Bon, c'est ça le décor de façon schématique. Qu'est-ce qu'habiter Haïti signifie selon vous en tant que philosophe? Habiter Haïti, c'est d'abord, selon moi, faire l'épreuve de la fragilité humaine, de la grande fragilité humaine, mais précisément de cette fragilité liée au manque de responsabilité, en tout cas à l'absence du sens de responsabilité de ce qu'on appelle les responsables de l'État, ceux qui sont appelés à donner une orientation ou du moins des perspectives d'émancipation aux citoyens. Habiter Haïti, c'est depuis quelque temps, on s'en est bien rendu compte, et le séisme de 14 août nous l'a rappelé de façon très sévère, que habiter Haïti, c'est habiter d'abord un espace vulnérable, un espace à haut risque, risque de cyclone, de tempête, de tremblements de terre qui s'imposent et qui deviennent quelque chose de notre quotidienneté. En gros, habiter Haïti, c'est faire l'épreuve, passer l'épreuve de l'insécurité, à la limite, on pourrait dire, chronique, de la fragilité. Mais en même temps, hein, c'est aussi faire l'épreuve de sa puissance d'agir dans ces épreuves-là. Je pense que malheureusement, pour le moment, on n'est pas encore arrivé à ce deuxième moment qui consiste à faire montre de ce dont on est capable en dépit de cette fragilité. Mais il y a une exigence, en tout cas, à imaginer, à concevoir des perspectives pour habiter en toute dignité cette épreuve qui doit avoir quelque chose de particulier concernant Haïti ou les Haïtiens, mais qui concerne l'humanité en gros. Et on voit bien qu'il s'agit d'une spécificité propre. Habiter Haïti, c'est-à-dire c'est accepter cette fragilité et l'intérioriser et être en capacité d'y résister. Mais pour certains, l'espace pur n'existe que par la référence à un sujet et ce sujet se situe dans un environnement. Mais un Haïtien qui vit en Haïti fait toujours l'expérience de se sentir au centre de l'empathie du monde, notamment après le séisme du 2 janvier 2010. Mais le séisme du 14 août 2021 traduit un autre sentiment. On a l'impression qu'il y a une désaffection parce que la mobilisation internationale, elle est très timide. Et pourtant, les Haïtiens croient toujours qu'ils sont au centre du monde. Est-ce que l'habiter devient le lieu d'où on regarde le monde? Et quel message ce monde peu empathique aujourd'hui adresse à Haïti selon vous? Et de l'endourissement. Je pense à certains aspects tout à fait différemment de ce que vous avez avancé. Je ne pense pas que l'Haïtien ait le sentiment d'être au centre du monde. Au contraire, je dirais. Les Haïtiens se croient plutôt seuls au monde. Seuls au monde. Parce que seuls au monde, en ce sens, ne sont pas attentifs, d'une part, à la dynamique, je dirais, à la fois dynamique climatique ou géologique du monde,
mais aussi à la dynamique socio-politique, économique du monde. Cela s'explique par notre manière de faire de la politique, en tout cas d'organiser la société de manière archaïque et rudimentaire, qui inspire la désolation, la pitié et des fois la honte de certains Haïtiens. Mais en même temps, il faut voir justement les deux séismes espacés de 10 ans dans le temps nous révèlent que nous n'avons pas le souci de nous souvenir de ce qui s'est passé et d'une part de nous souvenir, mais en même temps de porter réponse aux problèmes que ces séismes et bien d'autres, hein, les cyclones, les inondations, tout ça, ont perpétré dans la société haïtienne. Donc, deux éléments à prendre en compte. Nous nous croyons seul au monde. À ce moment-là, nous autorisons n'importe quelle macaquerie, comme on le dit en Haïti, au regard des autres nations. Nous nous croyons, nous ne cultivons pas la mémoire de nos souffrances, de nos douleurs, et cela explique pourquoi à chaque fois, justement, les expériences douloureuses reviennent, parce que dans les mêmes termes. Quand vous dites macaquerie, c'est-à-dire qu'on laisse l'espace occupé par des nations mineures qu'Haïti en termes de référence historique. À la fois des nations tiers, mais il faut dire aussi par nos incompétences. Cela, selon moi, devient quelque chose d'évident. Nous sommes incapables de faire société, en tout cas société politique, de monter une communauté politique qui aurait permis à chacun de se réaliser selon ses aspirations. Macaquerie en ce sens que aujourd'hui, en 2021, c'est vraiment de la macaquerie de se trouver dans une situation politique avec un président assassiné, une classe politique sans imagination, incapable d'inventer, de répondre justement aux problèmes nouveaux que pose cette situation inédite. Dans un ouvrage auquel vous avez participé, Haïti réinventer l'avenir, vous avez publié un chapitre qui a pour titre « Exister dans les catastrophes, souffrance et identité ». Vous tentez d'interpréter les différentes significations du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Vous écrivez, je cite, « La terre a été bouleversée pour ceux qui ont vécu le tremblement de terre. L'espace a été défiguré. Le fait que des lieux symboliques et institutionnels, l'habitat, ont été détruits en l'espace d'un clin d'œil, laissant une nuée de poussière, explique le caractère étrange, déchirant d'un espace d'habitude, d'un rythme de vie qui devient en même temps un endroit hostile, inhabitable, insécuritaire. L'haïtien devient dès lors étranger à son espace d'expérience vécue où l'histoire intime s'est tissée en tissant le sens de l'espace. Plus loin, vous dites, la terre haïtienne semble n'être plus habitable. En tant que telle, elle n'est plus propice à l'institution de l'intersubjectivité ou du vivre ensemble à Haïti. À votre avis, ces considérations sont toujours valables pour le séisme du 14 août 2021 ? Tout à fait. Et justement, revenant sur ce passage ou cet article, j'ajouterais aujourd'hui qu'au fond, la terre haïtienne, d'une certaine manière, n'a jamais été une terre habitée ou habitable, que ce soit au cours de la période coloniale et esclavagiste. Cette terre, ça a été une terre de passage à la fois pour les colons, passage d'une certaine manière pour les esclaves, qui avaient une courte durée de vie. Mais on doit aussi remarquer cette histoire terre non habitée par les Haïtiens ou non habitable au regard des Haïtiens par cette fuite interminable des Haïtiens à l'étranger. Bien entendu, il y a la misère économique, mais cette misère économique, on pourrait dire, tient au fait que les Haïtiens refusent de se battre contre ce qu'on appelle les oligarques depuis quelque temps, de se battre contre les nantis qui s'enrichissent justement de cette misère-là. Mais cette fuite, comme on dit des fois, fuite de cerveau ou bien fuite de main-d'œuvre, c'est parce que avant tout, la majorité des Haïtiens, en fait, ils le disent de la sorte, cette terre, on doit leur laisser, je ne sais à qui, cette terre, la petite terre au baillot. Généralement, c'est l'expression ça qui est vini. Donc, c'est dire que dans l'imaginaire symbolique haïtienne, la terre aurait appartenu à un groupe ou je ne sais pas, à quelqu'un, à une nation, et que les Haïtiens n'auraient éprouvé aucun sentiment, aucune volonté, à la fois de défendre cette terre, ce qui se passe très rarement, et du moins de l'abandonner tout simplement à ces personnes qui seraient détentrices de la terre. Donc,
Il y a d'abord ça au niveau de symbolique et puis la fragilisation, la vulnérabilisation causée par l'ensemble de ces désastres naturels, cyclones, inondations, euh, tremblements de terre, et dont on n'a pas souvent de mémoire. Précisément pour les tremblements de terre, on n'a pas de mémoire. Le 2 janvier 2010, quand le séisme. Vous disiez en effet qu'il y a un abandon du territoire par la population dans sa grande majorité, mais cette fois, le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a frappé notamment les citadins, puisque Port-au-Prince a été détruit, ou ce dont a parlé Jean-Marie Théodat dans son texte, les 7 lieux de Port-au-Prince ont été détruits, lieux de brassage, lieux de loisirs, lieux symboliques, lieux du sacré. Et ils ont été tous laminés. Mais cette fois, il s'agit des zones rurales, marginalisées, confinées, reléguées, et où il y a des sous-citoyens. Cette fois, on va observer sans doute un afflux massif de des habitants des campagnes pour les villes, et ce qui va aggraver cette fuite et cette désertion de l'espace. Est-ce que vous êtes inquiet de ce qui va se passer dans les prochains mois? Alors, Et de l'endommagement. je dirais plutôt il y aura une plus grande vulnérabilisation de la population, à la fois dite citadine et rurale ou paysanne. Mm-hmm. Et quant à la fuite ou la désertion, cela à coup sûr dépendra des pays d'accueil, hein, de ce qu'ils mettront en place comme politique d'accueil. S'il y aura des pays ouverts pour recevoir, bien entendu, les main-d'œuvre haïtiennes, à coup sûr, il y aura des départs et des désertions en nombre considérable. Mais il faut bien voir, depuis quelque temps, et je me demande si nous, les Haïtiens, nous avons pris conscience de cet état de choses, que la communauté internationale ou encore les pays dits pays amis d'Haïti s'intéressent de moins en moins à Haïti, aux Haïtiens. Et cela peut expliquer, cette considération peut expliquer cette absence de solidarité massive, en tout cas, pas au même titre que ce qu'on a connu en 2010. Bien entendu, bon nombre de leçons ont été tirées de la part de la communauté, en tout cas internationale, au fait, constatant que levée de solidarité qui a eu lieu en 2010 n'a été au fond qu'une occasion pour les Haïtiens et certains acteurs étrangers de s'enrichir et de laisser intacte la misère de la population, en tout cas du grand nombre des Haïtiens. Donc, quelque part, le raisonnement serait, c'est franchement pas la peine d'intervenir puisque ça n'apportera rien, sachant que, d'une part, il faut dire que les Haïtiens sont bon nombre d'entre eux, sont très corrompus et corrupteurs et aidés par la corruption des relations internationales. Donc, c'est pas la peine d'intervenir, d'apporter quoi que ce soit, puisque cela ne sera pas dirigé vers les véritables concernés. On se plaint éventuellement du manque de soutien ou bien du faible soutien de certains pays dits amis d'Haïti, mais on ne se pose pas la question mais au fond, qu'est-ce qui a été fait en 2010? Est-ce que il n'y aurait pas de considération liée à l'expérience de 2010 qui pousserait ces pays-là à ne pas trop se mobiliser, non plus mobiliser leur société civile. Bien entendu, il y a le contexte de Covid, il y a le contexte de fragilisation sanitaire au sein de ces pays, mais je pense aussi qu'il y a ce désenchantement qu'ont créé toutes les pratiques de corruption liées aux subventions données pour le signe de 2010. Hérol Toussaint, dans un essai Le courage d'habiter l'espace, Haïti au XXIe siècle, la vocation de l'universitaire haïtien 2015, développe les exigences auxquelles se soumet l'universitaire haïtien. Quel serait le rôle de l'universitaire dans la reconstruction des départements du Sud, des NIP et de la Grand'Anse, Monsieur Dorismont? À cette question, je réponds souvent d'abord quel rôle que la société accorde à ces universités. Qu'est-ce qu'un universitaire au regard, je dirais, de la société haïtienne? Ou du moins, qu'est-ce que l'université d'abord?
pour la société. Alors, à mon sens, la société haïtienne, en tout cas dans sa dynamique globale, n'a rien à faire de l'univers. Comprendre cette question, pour comprendre justement cette réponse, il faut d'abord voir l'histoire de l'université haïtienne, de l'UEH précisément, de l'Université d'État d'Haïti, comment cela s'est constitué, et si ça existe d'une certaine manière. D'autre part, et remarquer quelle place, en termes de fonction, entre guillemets, on accorde à l'universitaire, que ce soit au sein de l'administration, que ce soit au sein des prises de décision, ou du moins dans leur capacité de suggérer ou de conseiller des perspectives plus ou moins scientifiques dans les prises de décision. Ça devient une évidence pour tous les Haïtiens que les politiques ne s'intéressent pas justement aux gens cultivés pour diriger. Quand on pose la question, quel est le rôle de l'universitaire? C'est comme si l'universitaire devait lui-même se donner un rôle. Non, le rôle doit être donné d'abord par la société. Et préalablement, le rôle que la société donne à l'universitaire, c'est justement d'être marginalisé, c'est d'être suspecté comme un potentiel bluffeur, menteur ou voleur. Bien entendu, historiquement, cela peut prendre sens, en dotant justement à l'université les moyens qu'il faut. C'est-à-dire, l'université est à la fois là pour transmettre des connaissances scientifiques, mais aussi pour produire des connaissances scientifiques. Je l'ai signalé tout à l'heure, hein, il y a de cela 11 ans, on a connu un séisme majeur qui a dévasté la capitale. 10 ans de cela, on n'a pas pensé mettre en place soit des instituts, soit des écoles, soit des facultés ou des départements, justement pour réfléchir sur l'ensemble des questions posées par le séisme et former des citoyens à des stratégies qui devaient être mises en place pour répondre à d'éventuels séismes. C'est-à-dire que de notre imaginaire, le savoir académique, le savoir scientifique, ça ne compte pas. Donc l'université ne compte pas non plus. Celle que nous avons là, c'est vraiment pour faire semblant, mais c'est pas une université. Et on n'a qu'à voir son fonctionnement, on n'a qu'à voir justement son balbutiement, son tâtonnement historique, mais aussi les faibles moyens alloués par l'État pour comprendre que la société haïtienne n'a pas besoin d'université. Oui, dans cette question, et par rapport à votre réponse, quel rôle donner à l'universitaire, je vois l'aspect fuite de cerveau qu'on a parlé. Et est-ce que là, vous n'abordez pas la question de gestion de ressources humaines nationales? Ben oui, bien entendu. Mais il y a des préalables. Gestion de ressources humaines, mais déjà, c'est gestion de l'humain. Mais qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que ça veut dire en Haïti? L'humain. Pour moi, pas grand-chose. Parce que justement, pour mettre en place toute une armée, je dirais, de ressources humaines, en tout cas de professionnels, pour répondre aux préoccupations et travailler au bien-être des citoyens, il faut tout au moins que l'on résoudre la question de l'humain, la question de la dignité humaine. Mais ce qui est encore aujourd'hui en question en Haïti, et qui n'est même pas encore formulé en tant que tel. Donc, c'est pour ça, on peut bien comprendre pourquoi sans vergogne, en fait, les responsables de l'État laissent partir en fait, ceux-là qui sont les mieux formés pour se rendre utiles ailleurs. Ils ont au contraire favorisé leur départ en facilitant l'accès au passeport, en fait, à la livraison des passeports. Mmh. Je me rappelle bien, au premier temps du mandat du président Jovenel Moïse, l'une de ses premières décisions, ça a été de faciliter l'accès au passeport. Alors que, à ce même moment, les jeunes laissaient le pays. Notamment pour le Chili, le Brésil. À toute vitesse. Jean-Marie Théodate, qui était avec nous tout à l'heure au début de l'émission, expliquait qu'en République dominicaine, les 85% des détenteurs de diplômes universitaires, master, doctorat, etc., restent en République dominicaine, à accompagner leur pays dans le processus de développement. Tandis qu'en Haïti, c'est l'inverse. Les 85% partent. Et vous avez souligné ce rejet. Et ce rejet est d'autant plus justifié, puisqu'on peut souligner qu'il y avait une contribution des sciences sociales à la façon de penser les catastrophes. Je peux souligner trois
Par exemple, trois contributions, Tectonic Shifts, publié par Marc Scheller et Pablo Morales. Et en 2012, Catastrophe et environnement, Haïti, séisme du 12 janvier 2010, dirigé par Lainer Cubon, auquel vous avez participé. Il y a le texte aussi, Mode de gouvernement en Haïti après le séisme de 2010, un dossier dirigé par Jorge Haen et Jean Verlin pour les cahiers des Amériques latines. Mais dans ces contributions, on avait constaté qu'il y avait une tentative de réponse des sciences sociales au désarroi provoqué par ce désastre et la violence de sa gestion. Autrement dit, on fait comme si rien ne s'est passé et les responsables n'ont pas besoin des contributions des sciences sociales. C'est ce que vous avez souhaité souligner. Ouais, des sciences sociales, mais disons des sciences en général. Des sciences en général. On n'a qu'à voir déjà la manière haïtienne de faire de la politique pour comprendre que, justement, l'État haïtien et ses responsables n'ont rien à faire des sciences de la nature ou bien des sciences de l'homme. Et c'est pour ça, justement, quand j'ai parlé tout à l'heure de macaquerie, nous nous trouvons justement à nous donner un spectacle comme de véritables macaques au monde entier parce que tout ce qu'on entreprend, en tout cas du point de vue politique et même du point de vue administratif à certains égards, ne peut être homologué nulle part. Ne peut être homologué nulle part parce que c'est toujours fait sans aucun cadre théorique, aucun cadre scientifique au préalable. On improvise. Voilà le mot. On improvise et avec la prétention de certains, des responsables, que justement la connaissance, c'est comme si ce serait un don de la nature ou du moins un don des lois. On sait naturellement. Alors que tous les États modernes se sont institués avec à l'appui une administration qui se nourrit de l'université ou du moins de l'enseignement supérieur. Mais c'est pas le cas. Hein. Il y a eu un rapport il y a de cela 1 an ou 2 qui a été présenté, je crois que c'était par Josué Pierre-Louis, maître Josué Pierre-Louis, qui était responsable à ce moment-là de l'OMRH. Je crois que ce qu'il avait eu comme résultat, c'est dans l'administration publique, il y a environ 3% de diplômés. 3% de diplômés. Donc le reste, c'est vraiment des gens qui n'ont pas de parcours considérable pour être admis à l'administration. Et justement, l'OMRH a réalisé un travail assez intéressant puisqu'il avait recruté des ingénieurs, je crois, ils ont constitué un corps d'architectes et d'ingénieurs qui devaient appliquer, surveiller la mise en place des politiques. C'est ça l'histoire, c'est ça l'histoire de l'État haïtien, mais de la société haïtienne en gros, avec la science. Alors, ce qu'on ne peut pas faire société, en tout cas de société moderne, selon les exigences que cela implique, sans une culture des sciences de la nature et des sciences de l'homme. Je rappelle aux auditeurs qu'on reçoit le professeur Edlin Dorismont, philosophe à l'université de Limonade. Il vient de publier Le problème haïtien, essai sur les racines de la colonialité de l'État haïtien, et puis l'ère du métissage, variation sur la créolisation politique, éthique et philosophie de la diversalité, préfacé par Lainer Cubon, publié en 2013 aux éditions Aniboué. Question de David Charles. Oui, les réflexions portent sur la reconstruction d'un habitat sûr et sécurisant. Or, il est à craindre que ce qu'on lui proposera, ce sera en contraste avec ce qu'il est. Le logement est une passerelle vers l'inclusion car il est un lieu d'ancrage et de stabilité, d'intimité, de sécurité et de construction de l'identité, ainsi qu'un espace permettant les interactions sociales. Il est également condition d'accès aux autres droits sociaux, droit au travail ou au revenu, droit à la santé, voire à la citoyenneté et le point de départ pour s'engager dans de nouveaux études, emplois, etc. Sabine Vassar. Comment recomposer l'espace, reconstruire l'habitat sûr et moderne en faveur du paysan victime du séisme par le respect de sa dignité et de la... Selon moi, il faut partir du préalable que j'appelle anthropologique. Habiter l'espace, c'est préalablement habiter son corps, c'est habiter une mémoire. Si on veut habiter, en tout cas l'espace haïtien autrement, il faut déjà porter l'haïtien à habiter son corps autrement. L'haïtien a un corps traumatisé, a un corps habité, hanté, possédé par le traumatisme colonial esclavagiste. Il faudrait commencer par
par déconstruire ce texte colonial. À partir de là, se mettra en place d'abord, à coup sûr, une relation ou des relations interhaïtiennes plus ou moins saines, moins marquées de soucis de distinction ou de discrimination, soit par des questions de couleur ou par des questions d'appartenance culturelle, hein, et commencer par conjuguer justement un esprit d'abord du commun et de communauté. Donc c'est difficile aujourd'hui d'habiter l'espace haïtien autrement que cette façon de l'habiter actuellement, sans cette déconstruction anthropologique préalable. Parce qu'au fond, ce qui donne lieu à cette forme d'habiter, et je dois le signaler, souvent on laisse à penser que l'aspect désastreux de l'habiter haïtien concerne le populaire ou bien le paysan. Même ceux qu'on appelle bourgeois, oligarques, on n'a qu'à aller à Fermat, aller à La Boule pour voir leur construction. Bien entendu, c'est des massues très imposantes, mais du point de vue urbanistique, ce n'est pas différent qu'une construction à Cité Soleil ou à Martissa ou à Carrefour. Pas de conduite d'eau, pas de construction à flanc de montagne, tout ça qui génère en période de pluie, de crue, des traversées de gravats qu'on retrouve partout ailleurs, à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien ou dans les grandes villes. Donc, et cela s'explique au fait que, pour le moment, chacun des Haïtiens cherche à avoir un logement qui impressionne, c'est ça, pour se distinguer. Non pas habiter ensemble. Nous n'habitons pas encore ensemble l'espace haïtien. Et là encore, s'il faut parler de l'espace haïtien, plutôt que des espaces haïtiens. On ne se pose pas souvent une question sur quelle représentation qui est faite de la terre haïtienne par les mulâtres, par exemple, par les Arabes ou par les autres. Je pense que chacun a sa petite mémoire de la terre, ou du moins son sentiment d'appartenance à cette terre-là, précisément dans cette perspective de mettre hors jeu ou de mettre à l'écart, d'exclure les autres. C'est-à-dire les relations avec... Encore un espace partagé. C'est-à-dire les relations que chacun entretient avec la terre renvoient à cette configuration sociologique. Sociologique, mais préalablement, je dirais, socio-historique et anthropologique. Parce que ça devient, d'une certaine manière, symbolique et imaginaire. Symbolique en ce sens où il faut bien voir les lieux qui sont habités et les gens qui les habitent. Ce qu'on appelle le populaire, où habite-t-il? Ce qu'on appelle les bourgeois, où habitent-ils? Il y a une spatialité de l'habitat des bourgeois, des oligarques, comme on dit, et un habité des populaires ou des classes dites populaires. Ça, c'est déjà le point de départ pour interroger la question de l'habiter Haïti. Comment on habite maintenant Haïti? Et qu'est-ce qui explique qu'on habite Haïti de la sorte? La sociologie viendra un peu après, mais il faut déjà remarquer que l'aspect le plus fondamental, selon moi, est anthropologique. Et ça renvoie au symbolique et à l'imaginaire. Par exemple, il y a très peu d'espaces communs en Haïti. Donc, il n'y a pas de commun pour lequel on devrait réserver des espaces. Pas d'espace permettant les interactions, comme David tout à l'heure a fait référence. Pas d'espace non plus pour les interactions sociales. Justement, les interactions devraient avoir lieu dans les espaces communs, espaces de communauté, espaces du vivre ensemble, espaces à enjeux collectifs, mais il n'y a pas ça. Chacun cherche à emmurer une portion de terre et construire vaille que vaille sur cette portion de terre, indépendamment ou en tout cas avec grande négligence du commun, du collectif. Du collectif. Et c'est docteur... Je me rappelle, juste pour terminer, je oui, me rappelle justement. Un passage très, très révélateur de Gary Victor, je crois que c'est à l'angle des rues parallèles. Il a dit quelque chose de très significatif. Nous habitons l'espace tel que nous pensons. Les Haïtiens habitent l'espace tel qu'ils pensent. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il faut commencer justement par notre manière de penser. Et c'est pour ça que j'ai priorisé l'imaginaire, le symbolique. Comment nous nous représentons les choses.
à commencer par l'esprit. Pour terminer, selon vous, il faudrait donc engager la réflexion sur cet aspect anthropologique qui accompagnera. Il faut commencer par, Commencer par là. il faut commencer par notre manière de faire sens. Aujourd'hui, ce qui fait sens pour nous, c'est que chacun ait sa petite portion de terre, son lopin de terre, et que chacun ait sa propre maison. Mhm. Mais quand tout le monde veut avoir sa propre maison, il est clair qu'il ne peut pas avoir de plan d'urbanisme. Mhm. Parce que même ceux-là qui sont de l'État, sont de la partie, veulent aussi avoir et construisent pêle-mêle. Mais aussi le secteur qu'on appelle secteur privé n'éprouve pas le besoin de proposer un plan d'urbanisation et de financer des logements qui pourraient être occupés par ceux dits de la classe moyenne, des choses de ce genre. Moi, ça me fait constamment rigoler de voir que on pense toujours à des solutions à l'emporte-pièce sans poser les fondamentaux anthropologiques. L'anthropologie, est premier et plutôt est première en ce sens que elle s'intéresse à notre manière de faire sens. Et notre manière de faire sens est d'abord notre rapport à la terre. Le rapport fondamental de l'haïtien à la terre, c'est d'abord, comme je l'ai signalé au départ, c'est un rapport de cette terre ne nous appartient pas. Pour protéger des autres. Oui, pour une période provisoire, puisqu'on est en transit, on part, on laisse, on fuit. On est en transit, soit justement qu'on soit en transit, ou du moins que les autres ne nous intéressent pas trop. Les autres ne nous intéressent pas trop. L'essentiel, c'est d'avoir un lopin de terre pour préserver sa vie, précisément préserver sa vie contre l'autre. Contre l'autre. Ici, pas l'autre, le blanc, l'étranger. Au contraire, c'est toujours en complicité avec le blanc, l'étranger, que tout ça se produit. Oui, et en témoigne la concession de Jovenel Moïse à André Aped d'une portion de terre préemptée dans le nord au profit de la culture d'Estévia. Oui, au détriment bien entendu, des paysans, alors que ça aurait pu être pensé autrement. Autrement, accompagner les paysans, apprendre les paysans à se mettre en coopérative agricole pour produire plus et rendre plus compétitif à la fois l'agriculture haïtienne au niveau de l'économie internationale et apporter suffisamment de quoi aux Haïtiens pour se nourrir. Ça n'a pas été la solution. Alors, un dernier mot, professeur Dorismond, sur cet échange. Selon moi, il faut sortir de certains romantismes bon enfant et à la limite peut-être qui console, mais c'est une fausse consolation. On doit regarder la question haïtienne, ce que j'appelle le problème haïtien, avec la lucidité la lucidité nécessaire pour mieux comprendre à la fois les sorties, les éventuelles sorties de cette difficulté ou de cette crise qui n'en finit pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'ailleurs, on vous recevra, j'espère bien, parce que je ne l'ai pas encore lu. Ce texte, j'imagine qu'il doit être intéressant parce que les échos en sont positifs. Le problème haïtien. Merci Jacques. J'espère qu'un de ces jours, j'aurai l'occasion d'être à Paris pour discuter davantage de l'ouvrage, mais aussi d'autres perspectives, d'autres hypothèses que je formule, qui ont souvent l'allure de provocation ou qui dérangent. Je pense que justement, il importe de déranger. Notre confort est vraiment une illusion de confort. Il n'y a pas lieu de se sentir confortable en ce temps-ci. Oui, je sais, c'est un thème aussi auquel vous réfléchissez, habiter l'espace. Un chapitre, je crois, dans l'ère du métissage, variation sur la créolisation politique, a posé ce problème. Eh bien, je vous remercie beaucoup, professeur Dorismond. Je remercie Jacques et les autres animateurs et les auditeurs de Radio Code Lambi. Ça a été un plaisir. Et à très bientôt.
À très bientôt, Edlin Dorismont. Je rappelle que vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Limonade, que vous venez de publier Le problème haïtien, essai sur les racines de la colonialité de l'État haïtien. Et vous avez publié en 2013 L'ère du métissage, variations sur la créolisation politique, éthique et philosophie de la diversalité, préfacé par Alain Curban.